Victor Hugo est l'un des plus grands génies de son siècle. D'ailleurs, il ne manque pas de le reconnaître lui-même. Celui qui croit qu'il existe une filiation entre tous les grands hommes se verra conforté dans cette idée par la rencontre avec des esprits, et pas n'importe lesquels. Tout commence sur l'île de Jersey où Hugo s'est exilé avec ses proches depuis le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. En septembre 1853, une amie, également autrice, Delphine de Girardin, va rendre visite à la famille. Elle a assisté à des séances spirites, nouvelle mode qui vient des États-Unis. Delphine propose au clan Hugo de faire tourner les tables. Après plusieurs tentatives infructueuses, un soir, les tables tournent. Le premier esprit à se manifester était sûrement le plus attendu par la famille Hugo. La fille Léopoldine, morte noyée à 19 ans, 10 ans plus tôt, presque jour pour jour. Une mort que Hugo continue de se reprocher, car il a appris la nouvelle dans la presse alors qu'il était en voyage avec sa maîtresse, Juliette Drouet. Très vite, les séances se multiplient. Pendant 2 ans, toute la famille et les proches d'Hugo réaliseront des séances presque quotidiennement. Les esprits se manifestent en tapant des coups avec une table à 3 pieds. Les coups indiquent des lettres, et les invités tiennent des procès-verbaux très minutieux, aujourd'hui regroupés dans le livre des tables. Mais s'agit-il d'une expérience purement mystique ou bien d'une aventure avant tout littéraire ? Il semble que les esprits communiquent surtout sur ce qui trotte dans la tête d'Hugo à l'époque, et en particulier contre Napoléon III que les esprits n'aiment pas du tout. C'est même un soir Napoléon Ier, oncle de l'empereur en place, qui viendra condamner depuis sa tombe le nouvel empereur et valider les écrits de Hugo contre celui-ci. Bon, l'esprit de Napoléon Ier révélera aussi à Hugo que son neveu n'en a plus que pour 2 ans à régner, alors que dans les faits on sera plutôt proche de 15. Mais les esprits vont aussi venir aiguiller Hugo sur sa création littéraire. Un soir, il reçoit la visite du drame, qui lui confirme qu'il est grand, et même que les astres sont jaloux de lui. Amant du beau, aimé du grand, quel zèle, tu crées des mondes, les astres sont jaloux. De très nombreux monstres sacrés de la littérature viendront aussi faire un petit tour à Jersey pour saluer les Hugo. Dante, Shakespeare, Molière ou encore André Chénier, mais aussi d'autres grands noms comme Platon, Alexandre le Grand, Galilée ou encore Jésus-Christ. Bref, pas la mémé du coin quoi. Une problématique revient souvent dans ces séances, problématique qui hante sûrement Hugo alors âgé de 50 ans. L'œuvre d'un auteur peut-elle continuer après sa mort ? C'est sans doute pour cela qu'il convoque autour de sa table tant de grands auteurs. André Chénier, par exemple, continue son œuvre via les séances de la table. Il dicte aux convives de nouveaux poèmes. Shakespeare, au contraire, révèle à Hugo qu'au moment de sa mort, on ne ressent plus le besoin de créer, car on admire le créateur de toute chose, Dieu. Je suis un atome attentif devant l'immensité, je suis un grand homme abdiquant devant l'infini. Hugo, lui, verra-t-il aussi son œuvre s'arrêter après sa mort ? C'est l'esprit de la mort en personne qui lui conseille de continuer à faire vivre son œuvre après lui, en prévoyant dans son testament un certain nombre d'œuvres posthumes publiées à différents intervalles. Jésus-Christ n'a ressuscité qu'une fois. Toi, tu peux emplir ta tombe de résurrection. Tu peux, si mon conseil te semble bon, avoir une mort inouïe. Tu diras en mourant, vous me réveillerez en 1920, vous me réveillerez en 1940, vous me réveillerez en l'an 2000. Les esprits demandent à Hugo de ne pas tout révéler de ce qu'ils disent, et Hugo n'envisage pas la publication des procès-verbaux. Cependant, ces séances vont grandement inspirer le recueil des Contemplations, et notamment le poème « Ce que dit la bouche d'ombre ». Les séances finiront par cesser en 1855, peu avant le départ pour une autre île et un nouvel exil à Guernesey. L'un des participants, M. Alix, va sombrer dans la folie, ce qui jettera une ombre sur les dernières séances. Les esprits communiquent dans une langue littéraire, proche du style de Hugo. Mais si l'on choisit de croire que ce que disent les tables est en fait dicté par les participants qui tiennent les tables, il faut tenir compte du fait que souvent ce n'est pas Hugo lui-même qui les tient, mais plutôt ses proches, et en particulier son fils Charles, qu'on dit avoir un fluide particulièrement puissant. Que les esprits participent ou non, il s'agit donc d'une écriture collective. Plus tard, au XXe siècle, les surréalistes utiliseront l'écriture automatique pour laisser parler leur inconscient et favoriser la création. Dans les séances de Jersey, on retrouve sans doute ce même procédé, à la limite entre le conscient et l'inconscient.